Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Avant toute autre précision et tout autre accueil, le 1, c'est le français et le 2, c'est le bulgare. Je pense que vous me comprendrez. Bonjour une fois encore. Monsieur le ministre, c'est un grand honneur, et un plaisir aussi, mais d'abord un grand honneur de vous recevoir ce matin. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous êtes un homme politique important dans votre pays, vous avez été très longtemps député, vous avez été aussi délégué à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ce qui ouvre tout de suite sur la dimension européenne de notre séance ce matin. Je n'ai pas besoin de dire que la Bulgarie nous ouvre spontanément à beaucoup d'espaces stratégiques qui intéressent prioritairement l'Europe. Bien entendu, la Bulgarie ouvre sur la Méditerranée grâce à ses voisins grecs et turcs. Elle est riveraine, évidemment, de la mer Noire. Elle est membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Elle est une partie des Balkans occidentaux. On dit les Balkans occidentaux en français, ou l'Europe du Sud-Est. Il y a un débat stratégique et politique là-dessus. J'ajoute aussi que bien entendu, je n'ai pas mentionné l'ère, j'allais dire, ukraino-russe. J'ajoute aussi que par votre engagement personnel contre l'antisémitisme, vous êtes directement lié, par vos nombreux engagements, directement lié aujourd'hui à une autre zone de bataille, le Proche-Orient. Et c'est de tout ça que nous allons parler. Vous êtes à Paris pour rencontrer les responsables français, bien entendu, pour discuter des thèmes européens. La Bulgarie, membre de l'Union européenne, membre de l'espace Schengen depuis le début de cette année, candidate à l'OCDE. D'ailleurs, vous avez visité, je crois, l'OCDE, et nous avons ici un haut représentant de l'OCDE qui pourra vraisemblablement nous donner quelques précisions tout à l'heure. Et puis, vous avancez, je ne sais pas s'il faut dire doucement ou très rapidement, vers l'euro que vous adopterez vraisemblablement au début de l'année prochaine. Voilà une liste bien entendu, une liste non pas complète, mais déjà une liste extrêmement intéressante des thèmes qui retiennent notre attention pour vous entendre nous commenter de grandes orientations de la politique étrangère de la Bulgarie, de votre pays. Merci encore, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce matin. C'est un honneur et vous avez la parole. The floor is yours, comme on dit en bulgare. Thank you so much. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour cet accueil chaleureux, pour l'intérêt envers notre présence. C'est un véritable plaisir d'être ensemble pour présenter les perspectives bulgares et les points de vue bulgares devant les défis politiques auxquels nous sommes confrontés actuellement, non seulement la Bulgarie, mais dans toute l'Union européenne et au niveau global. La Bulgarie est un point stratégique, géostratégique en Union européenne, en Europe. Nous sommes à la croisée des routes entre deux continents, l'Asie et l'Europe. Ce qui fait de nous un élément de l'architecture européenne pour la sécurité, pour les corridors de transport, les relations commerciales, le flux de ressources énergétiques. Et en ce sens, je vais essayer de vous donner plus de détails sur le contexte de ce que nous faisons. Actuellement, le monde est un endroit très compliqué, complexe, où il y a des conflits, des problèmes. Et je n'ai même pas le courage d'utiliser ce mot défi qui est un euphémisme parce que tous les jours nous sommes confrontés devant des barrières très lourdes, parfois insurmontables, mais j'espère que la diplomatie et le bon sens, la langue que nous parlons tous dans toutes nos institutions, vont dominer. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Mais nous sommes heureux de savoir que nous avons des amis et des partenaires comme l'État français, comme tous les autres pays de l'Union européenne, avec lesquels nous avons la même opinion sur la plupart des questions. Et bien sûr,
Il peut y avoir des différends, il peut y avoir des approches différentes vis-à-vis des problèmes, mais ce qui compte, c'est que nous regardons dans la même direction. Il en est de même dans le contexte de l'agression russe en Ukraine, dans le contexte du Proche-Orient, dans le contexte de la manière dont nous voulons développer notre Union européenne. Il y a un temps où il faut savoir être diplomate et un temps où il faut savoir prendre des décisions. Et nous sommes justement dans ce moment où il faut prendre des décisions. Poutine et la Russie ne semblent pas faire partie de l'ordre mondial qui respecte les règles internationales, qui reconnaît les standards internationaux et désirer la même chose que nous, à savoir la paix. En ce sens, je pense que le moment est venu d'agir plus que de parler, et c'est ce que nous essayons de faire, nous tous. Je souligne ce fait parce que c'est le sujet qui domine sur tout le reste, et comme nous sommes témoins d'un changement radical dans le milieu international, il y a une fragmentation, il y a une compétitivité croissance. On essaie de réexaminer l'ordre juridique international et voici pourquoi nous devons réagir. La sécurité globale est fortement érodée, surtout en ce qui concerne le contexte de la guerre, et les partenariats ne cessent de s'affaiblir dans le système de sécurité. La crise au Proche-Orient, la coopération entre régimes autocratiques comme ceux de Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, les conflits militaires en Afrique, au Soudan, en Libye, au Congo, peuvent potentiellement mener à une augmentation des flux migratoires, de la cybermenace, de la guerre de l'information. Tout ceci, ce sont des défis très sérieux, non seulement devant la Bulgarie en tant que pays, mais devant toute l'Union européenne et toutes les sociétés démocratiques. Les changements climatiques, les crises humanitaires, les flux migratoires et toutes les formes de terrorisme, toutes les manifestations du terrorisme, c'est un ennemi que nous sentons de plus en plus fort. Les tentatives de diffuser des armes nucléaires. Récemment, nous avons vu un conflit entre une puissance nucléaire et l'Inde, c'est-à-dire le Pakistan et l'Inde. Et cette menace a surgi aussi, sans compter les extrémismes de gauche, de droite, la xénophobie. Et j'ai essayé de travailler en tant que vice-ministre contre tous ces problèmes. En ce sens, je voudrais brièvement présenter devant vous la vision de la Bulgarie pour surmonter ces problèmes, ainsi que l'apport bulgare pour édifier une Europe plus sécurisée et plus unifiée. Je suis sûre que l'Union européenne saura surmonter ces défis parce que c'est une possibilité pour l'Union de consolider son rôle clé sur l'arène internationale. La devise nationale de la Bulgarie, qui est inscrite sur le bâtiment de l'Assemblée nationale, c'est « L'union fait la force ». Et nous tous Bulgares, nous sommes convaincus que c'est une devise très importante en ce moment dans le contexte européen en tout, parce que notre unité interne est la plus grande garantie pour parvenir à notre but commun, qui est d'avoir un monde sécurisé et basé sur un ordre. Mesdames et messieurs, chers amis, si je peux m'adresser à vous en tant qu'amis, parce que je suis sûre que nous sommes amis en ce qui concerne nos opinions sur les manières de surmonter les défis, je vais commencer par l'agression russe en Ukraine. C'est une région que nous connaissons bien, nous avons des connaissances historiques sur cette région et je pense que nous pouvons œuvrer beaucoup pour régler ce conflit. C'est le principal défi en ce moment pour la sécurité et pour l'ordre juridique international. En tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie fait tout devrait faire tout pour maintenir la paix, mais il y a plus de 4 ans, Moscou a commencé une agression non provoquée contre l'Ukraine, oubliant les statuts de l'ONU, oubliant de nombreux traités internationaux. La Bulgarie, en tant que membre actif de l'Union européenne et de l'OTAN, soutient l'Ukraine depuis le début
Nous sommes un des donneurs principaux d'aide humanitaire, militaire et financière. Une partie du mécanisme de coordination de l'Union européenne. Nous soutenons l'indépendance et l'unité territoriale de l'Ukraine. Nous avons fourni 10 paquets d'aide technique conformément aux besoins de l'Ukraine et en ce moment nous préparons le 11e paquet. Il est adopté par le Conseil des ministres et sera fourni prochainement. Tout ceci à l'unisson des décisions de l'Assemblée nationale et du pouvoir judiciaire et exécutif. Nous avons atteint 0,25% du produit intérieur brut, ce qui dépasse les prévisions, et nous allons continuer de fournir un soutien militaire et technique à l'Ukraine, car ceci est nécessaire pour mieux positionner l'Ukraine dans le processus de pourparlers qui mènera à la paix. C'est un des facteurs les plus importants pour garantir la sécurité en Ukraine et par là du monde entier. Nous apprécions hautement les efforts qui sont fournis en ce moment par l'administration du président Trump, par la France, par le Royaume-Uni, d'œuvrer activement pour mettre fin à l'agression russe contre l'Ukraine et parvenir à une paix durable et c'est la position que tous les pays membres de l'Union européenne ont adoptée et tout ceci donne une meilleure base à l'Ukraine pour les pourparlers. C'est un argument que nous ne pouvons ignorer et les accords auront des conséquences à long terme, non seulement en Ukraine et la sécurité en Europe, mais pour l'ordre mondial. Et la Bulgarie, en tant que flanc est de l'OTAN, aura un impact direct et voici pourquoi nous insistons activement à faire part du processus de pourparlers, non seulement en tant que membre de l'Union européenne. Nous saluons la communication sur la mer Noire publiée le 28 mai dernier. Vous avez dit que la Bulgarie a une longue côte sur la mer Noire. Et la communication trace une stratégie du point de vue stratégique du continent européen, et notre région est le pont, comme nous l'avons déjà dit, entre l'Asie et l'Europe. Nous saluons la création d'un hub d'information pour consolider la sécurité en mer et la sécurité des infrastructures comme des ports, des câbles souterrains, des installations offshore, entre autres. Tout ceci est très important parce que vous connaissez l'activité de certains sujets russes, non seulement en mer Noire, mais aussi en mer Baltique. Ils essaient de saper des infrastructures critiques. Récemment, il y a eu une série d'incidents dans la région de la mer Balte et l'idée est d'essayer de juguler de telles manifestations, de les supprimer. Voici pourquoi nous prenons part aussi dans un groupe anti-mine navale avec la Turquie et la Roumanie, ce qui nous permet d'assurer une sécurité de la navigation maritime. Il est important de continuer d'être en interaction resserrée avec l'OTAN pour améliorer la sécurité des infrastructures et assurer une mobilité militaire. La Bulgarie a exprimé à plusieurs reprises son intérêt de disposer d'un centre qui permettra d'orienter la navigation dans la mer Noire et aidera à la coopération navale. Tout ceci permettra d'éviter d'éventuelles menaces et permettra de consolider la sécurité dans le domaine de la navigation maritime. La Bulgarie, en fait, est un pays frontalier parce que la mer Noire est une frontière à 400 km. Notre ville de Varna, au bord de la mer Noire, est à 400 km d'Odessa. Voici pourquoi nous devons faire tout notre possible pour soutenir l'infrastructure, y compris le corridor de transport transcaspien qui ouvre de nouvelles possibilités au commerce et aux investissements.
Cette année, le nouveau Premier ministre bulgare, Rosen Geliaskov, a participé à une série de rencontres de différents formats, y compris organisées par la France avec le Royaume-Uni. Et nous avons déclaré qu'avec nos partenaires européens et transatlantiques, nous sommes prêts à participer à la solution de tous ces problèmes liés à la sécurité et à la paix que je viens d'énumérer, la plupart étant liés à l'Ukraine. Voici pourquoi nous avons donné un signal clair de commencement d'un processus, l'initiative des volontaires, qui permettra d'avoir de meilleures garanties pour la paix et la sécurité durable en Ukraine. Les perspectives dépendent des pourparlers de cessez-le-feu et d'éventuels accords de paix. Les relations stratégiques avec l'Union européenne seront maintenues. Vous savez que l'Union européenne est très active en ce qui concerne les relations avec les États-Unis dans le domaine du commerce et tous les autres domaines d'interaction. Ça doit être une priorité puisque l'Europe et les États-Unis ont montré pendant des dizaines d'années que ce sont les deux, la face et le revers de la médaille. Donc une telle coopération est normale et nous allons la développer. Elle s'est développée comme à ce jour, mais les différends qui pourraient subsister doivent être écartés. L'Union européenne sent très bien qu'elle doit œuvrer proactivement avec l'administration de Trump dans tous les domaines stratégiques. En même temps, nous voyons qu'il y a des demandes de plus d'investissement pour garantir la sécurité en Europe, y compris en ce qui concerne l'investissement dans des moyens de défense militaire en étroite coopération avec l'OTAN. En tant qu'État, nous sommes fermement pour la proposition de la présidente de la Commission européenne, Rearm Europe, réarmer l'Europe, qui pourrait atteindre 800 milliards d'euros dans les 5 années à venir, ce qui permettra d'apporter au développement de la défense, de l'industrie de la défense européenne. Du point de vue de la Bulgarie, c'est une possibilité non seulement de moderniser nos forces armées, mais aussi de développer les capacités militaires de défense. La Bulgarie a des traditions dans la production de techniques de défense et d'armement qui nous permettent d'apporter activement aux mécanismes d'aide à l'Ukraine. Et pour nous, ces moyens sont une option pour assurer une durabilité et consolider tout ce que nous faisons dans le domaine de la sécurité. Il ne suffit pas d'acheter des matériels, il ne suffit pas de bénéficier d'aide de moyens, mais il faut trouver le moyen de les investir de manière à ce que cela soit durable dans le temps. Et la Bulgarie est en train d'essayer de faire justement ceci en ce qui concerne son réarmement, la modernisation de ses forces armées, de ses forces de défense. Je voudrais parler ici du Proche-Orient. Nous avons une politique claire et suivie en unisson avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous soutenons le principe de l'existence de deux États, ce qui est encore plus évident étant donné la guerre entre Hamas et Israël. Il ne faut pas non plus oublier les attaques terroristes du 7 octobre qui ont posé le début de ce que nous voyons actuellement à Gaza. Nous avons condamné la guerre qui a suivi. Nous nous inquiétons de la situation humanitaire que nous observons sur place. Mais il faut à tout prix trouver une solution, cesser le feu, libérer inconditionnellement tous les otages détenus par Hamas à Gaza en ce moment et commencer à appliquer un accord de paix
que nous avions observé en début d'année, mais la deuxième phase n'a pas été réalisée. Cependant, nous espérons qu'il y a une bonne volonté des deux côtés que cela se passe. Je voudrais aussi parler des Balkans occidentaux. C'est un sujet qui est d'actualité pour la Bulgarie, étant donné que l'Union européenne va peut-être s'élargir en ce sens. Ces pays sont des cibles concrètes aussi. Il y a des cybermenaces, il y a des tentatives d'ingérence en ce qui concerne les choix stratégiques des pays de la région, des campagnes focusées de la part de la Chine et de la Russie qui essaient de saper les efforts des Balkans occidentaux désirant s'intégrer à l'Union européenne. Ils utilisent les faiblesses de la société et des ethnies et ils ont une rhétorique anti-OTAN et anti-Union européenne, ce qui complique les messages de l'Union européenne qui permettraient de consolider la communauté et d'améliorer la communication stratégique. Je peux dire que la Bulgarie est un témoin direct qui observe comment nos efforts qui permettrait de faire adhérer ces pays à l'Union européenne sont sapés. C'est un sujet très délicat pour la Bulgarie. Nous attendons aujourd'hui la publication du rapport de convergence qui nous apprendra si l'euro sera adopté en Bulgarie à partir du 1er janvier 2026. Sur ce fond, il y a des manifestations. Les partis des extrêmes essayent d'expliquer à la société qu'il faut renoncer à l'euro, mais ce sont vraiment des efforts hybrides visant les sociétés démocratiques et qui essaient de provoquer un sentiment de peur et de distancier les pays de choix stratégiques informés qui ont été faits depuis des années, puisque la Bulgarie est membre de l'Union européenne depuis 2007. Cependant, il y a toujours des gens qui essaient de déstabiliser le processus de notre intégration. En parlant d'intégration de la Bulgarie à l'Union européenne, je reviens ici à la question de l'intégration des Balkans occidentaux. C'est pour nous un but et pendant la première présidence de l'Union européenne par la Bulgarie en 2018, nous avons concentré nos efforts en ce sens. La question de l'élargissement de l'Union européenne a été posée comme une question primordiale et un but de notre présidence. Actuellement, la réalité géopolitique prouve que la politique d'élargissement de l'Union européenne est primordiale et en ce sens, l'Albanie et le Monténégro ont des avancées très nettes qui montrent que le processus d'élargissement fonctionne à condition que les pays candidats remplissent les critères. La Bulgarie a soutenu l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Elle soutient son adhésion à l'Union européenne, mais à condition que les principes et les critères soient respectés. Malheureusement, chez nos voisins de l'Ouest, on n'arrive pas à surmonter certains préceptes de l'époque communiste, un précepte contradictoire, et ceci dans le cadre d'une campagne anti-bulgare très violente. Souvent, il y a même des répressions contre les Bulgares dans ce pays ou les gens qui ont une identité bulgare. La signature de l'accord en 2017 était une bonne occasion de placer sur une nouvelle base les relations entre nos deux pays, mais Skopje refuse d'appliquer des mesures clés de cet accord. Nous apprécions le rôle leader de la France pour parvenir à un consensus qui a été adopté par tous les pays membres de l'Union européenne, y compris par la République de Macédoine du Nord. La proposition française, comme on l'appelle en Bulgarie, a permis de prolonger le processus
la Macédoine du Nord. Nous sommes le premier pays à avoir reconnu l'existence de la Macédoine, qui est maintenant la Macédoine du Nord. Et je me permettrai ici d'énumérer certains problèmes qui sont importants pour la compréhension de notre politique dans le domaine de l'élargissement de l'Union européenne avec les pays d'Europe, des Balkans occidentaux. Et ce sera le dernier paragraphe de mon exposé. Par la suite, nous pourrons débattre. Mais la première mesure, et ce n'est pas la seule, de ce mécanisme basé sur la proposition française, est de réaliser des amendements à la Constitution en Macédoine du Nord. Et à part les autres ethnies qui sont mentionnées dans cette Constitution, nous voulons que les Bulgares soient aussi inclus. La Bulgarie n'a pas d'autres exigences, à part tous les éléments exigés par l'Union européenne et le consensus européen. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale bulgare a adopté récemment une décision qui, justement, mentionne ces éléments. Les craintes de la Macédoine que la Bulgarie va ajouter d'autres exigences par la suite ne sont pas fondées. Et nous voulons juste que le processus d'adhésion soit respecté. Nous n'avons aucune autre exigence envers la Macédoine du Nord. En même temps, toute tentative de réexaminer les engagements pris ou de contourner les procédures européennes dans le processus d'adhésion ne sont pas du tout fondées. La Bulgarie a une décision du 24 juin 2022 qui précise nettement notre position. Une question clé est celle de l'infrastructure entre la Macédoine et la Bulgarie, et plus particulièrement le corridor de transport numéro 8, ce qui compte aussi pour l'OTAN, et c'est un lien très important entre la mer Noire et la mer Adriatique qui a été soutenu par la rencontre de l'OTAN à Washington. C'est un corridor de transport très important, y compris actuellement au moment de l'agression russe en Ukraine. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments que nous pourrions ajouter en ce qui concerne les travaux avec nos communautés historiques, les travaux dans la région de l'Europe du Sud-Est, en Europe centrale, sur les autres régions du monde, nos partenariats avec les organisations internationales, la rencontre des ministres de l'OCDE, à laquelle nous pensons adhérer en début 2026. Mais ça aussi, ce sont des problèmes que nous pourrions débattre si vous avez des questions là-dessus. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que les travaux avec les organisations internationales sont la base pour mener un dialogue, pour avoir une compréhension et assurer des investissements dans les idées sur le format du monde actuel. La Bulgarie essaie de suivre toutes ces tendances pour appliquer tous les standards de qualité de la politique, de la démocratie, du processus de prise de décision, garantir les standards mondiaux qui font de notre pays un pays de droit, un pays de sécurité et de stabilité. Pendant les 4 dernières années, nous avons prouvé que la démocratie, nous sommes témoins du fait que la démocratie n'est pas permanente, qu'elle peut être attaquée et que il peut y avoir des conséquences assez graves pour les instituts. Nous avons eu de nombreuses élections en Bulgarie qui montrent justement que le mécanisme de fonctionnement des États est assez fragile. Nous sommes heureux de voir que ces temps turbulents sont derrière nous. Nous avons un gouvernement qui réussit à maîtriser les crises qui ont eu lieu en Bulgarie après 2021. Mais c'est vraiment le seul moyen de consolider la liberté, les principes d'une politique normale.
en étant proche des gens, en écoutant ce qu'ils ont à dire, en travaillant avec le système, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de détruire le système politique. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Je suis convaincue que cela permettra de donner une image concentrée des sujets que nous abordons. Merci, je vous remercie. Infiniment, Monsieur le ministre, de ce paysage extrêmement complet de votre diplomatie. Bien entendu, les questions qui se pressent dans mon esprit sont extrêmement nombreuses et certainement pour le public également. J'en sélectionne juste deux. Elles sont à la fois énormes et précises. Vous avez prononcé le nom du président Trump une fois. Peut-être est-ce suffisant, mais vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'à votre avis, le retour du président Trump au pouvoir change pour les relations entre cette Europe à laquelle vous êtes tant attaché et les États-Unis. Et puis ma deuxième question portera sur les Balkans occidentaux, dont vous avez longuement parlé. Vous savez que la stratégie de la France a quelque peu évolué ces dernières années, dans un sens positif vers l'intégration de ces pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne, et que nous avons quand même toujours une position prônant non pas le passage brutal d'une non-adhésion à une adhésion, mais une sorte d'élargissement progressif par étapes qui se ferait sans rupture violente, si je puis dire, qui risque de poser des problèmes à l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet j'allais dire, de progression lente vers cet élargissement? Mais avant que vous me répondiez, Monsieur le ministre, s'il vous le permettez, je vais passer la parole à Monsieur Thompson, s'il le veut bien. Vous avez fait allusion à l'OCDE. Vous êtes candidat à cette organisation qui a son siège à Paris. C'est pour ça que nous en sommes honorés et que vous êtes aussi ici. Il se passe d'ailleurs aujourd'hui des négociations extrêmement importantes entre l'Union européenne et les États-Unis. Monsieur Thompson, vous dirigez la division eurasienne de l'OCDE. Est-ce que vous pourriez nous donner très rapidement quelques orientations sur les relations entre la Bulgarie et l'OCDE, ces relations actuelles et futures peut-être, avant qu'on ne passe à d'autres sujets? Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'opportunité de faire part de cette réunion et merci au ministre d'être venu pour le Conseil des ministres de l'OCDE qui se déroule cette semaine. Je prends très peu de temps, mais j'aimerais bien, premièrement, féliciter la Bulgarie pour le progrès dans l'adhésion à l'OCDE. Le pays a accompli des progrès considérables dans l'alignement avec les normes et les meilleures pratiques de l'OCDE. Comme je le comprends, l'objectif de la Bulgarie est de finaliser les examens techniques d'ici le printemps 2026 et peut-être même fin de l'année. Mes collègues me disent que c'est tout à fait réel. Il y aura après une décision politique et nous savons tous les incertitudes internationales qui pourraient influencer cette décision, mais quand même la partie technique s'achèvera bientôt et avec succès. À cet égard, il est très encourageant de constater que l'adhésion de l'OCDE demeure une priorité partagée par tous les partis politiques en Bulgarie. Nous encourageons nos collègues bulgares de maintenir son élan dans l'adoption de l'acquis de l'OCDE, les réformes législatives nécessaires et d'autres mesures pour mettre en œuvre les recommandations prioritaires pour l'alignement. Deuxièmement, je voudrais juste partager quelques observations tirées de mon expérience des processus d'adhésion dans l'OCDE ces derniers 10 ans, parce que j'ai vu pas mal, Lituanie, Lettonie, etc. Premièrement, il existe souvent des bouchons, des goulots d'étranglement politique. Lorsque 95% du travail est accompli, il reste quand même toujours dans ce pays-là ou un autre
des problèmes particulièrement complexes qui pourraient bloquer le processus. Ce que je vois, et je tirais ça de l'expérience particulièrement de Lettonie et Lituanie, il faut voir ces moments-là comme des opportunités, pas des échecs. Parce qu'elles comptent parmi peut-être les principaux avantages d'adhésion à l'OCDE. Par exemple, mes collègues de Lituanie me l'ont dit à plusieurs reprises, comment la pression de finir l'adhésion à l'OCDE les a aidés à débloquer des réformes longtemps retardées dans le secteur des entreprises publiques. Et en fait, c'est un enjeu réel pour la Bulgarie aussi, comme pour les autres réformes en matière de gouvernance publique, anticorruption, etc. Deuxième observation, qui est très encourageante pour moi, parce que je travaille beaucoup avec les pays qui sont devenus membres depuis ces derniers 10 ans, j'ai constaté que je constate une rapidité avec laquelle les nouveaux pays membres ont façonné l'orientation de l'organisation. Ils ont pris des positions de leadership très bientôt. Par exemple, la première ambassadrice de Lettonie est devenue, au bout de 18 mois, 2 ans, la présidente du comité des relations externes de l'OCDE. Cette semaine-là, la Costa Rica préside aux réunions du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres. La Lituanie aussi a pris maintenant à la tête le groupe qui gère tous nos travaux, toute notre coopération avec le pays du partenariat oriental et de l'Asie centrale, et aussi les amis OCDE de l'Ukraine. Donc, j'espère que la Bulgarie et les autres pays qui sont actuellement en processus d'adhésion suivent le même chemin. Parce que les nouveaux membres de l'OCDE, très souvent, c'est eux qui envoient certains de leurs meilleurs fonctionnaires au sein de leur délégation permanente à Paris et au sein du comité. Et ils peuvent apporter une nouvelle énergie, des nouvelles perspectives à l'organisation dont nous avons toujours besoin. Je regarde mon horloge, donc dernièrement, je voudrais juste remercier la Bulgarie pour son soutien à mon programme. Parce que la Bulgarie est parmi, déjà, pas encore un membre de l'OCDE, mais parmi les donateurs qui soutiennent particulièrement notre programme pays pour l'Ukraine. Et je suis très reconnaissant. Et Bulgarie aussi, très activement, soutient nos engagements avec le pays de WV6, le Balkan de l'Ouest. Merci. Je m'arrête. Merci beaucoup. Alors, je vois que la Bulgarie n'est pas membre, mais elle est déjà remerciée et bientôt applaudie. On le souhaite. Monsieur le ministre, avant de vous redonner la parole, peut-être puis-je prendre, s'il y en a, une ou deux interrogations. Monsieur, je vous en prie, je vous demande, pour laisser le maximum de temps au ministre, de comprimer vos questions, s'il vous plaît. Et nommez-vous. Si vous oui, bonjour, Vincent Collen du journal Les Échos, c'est le quotidien économique français. J'avais une question sur votre adhésion à la zone euro. Vous avez dit que le processus était enclenché de fait de l'adhésion de votre pays dès 2007. Néanmoins, on voit que chez vous, il y a beaucoup d'opposition. Il y a eu des grandes manifestations la semaine dernière à Sofia. Et puis les sondages montrent que l'opinion publique bulgare est extrêmement divisée. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème pour l'adhésion très prochaine, puisque c'est le 1er janvier? Merci. Merci, monsieur. Une autre remarque, une autre question? Pas tout de suite. Alors, je crois que le ministre a suffisamment d'interrogations jusqu'à présent. Je vous en prie. Liés aux critères de Maastricht, les niveaux d'inflation, les dettes de la Bulgarie, le déficit, tous les paramètres du budget devaient être unifiés aux exigences, conformes aux exigences. Les tentatives d'éviter ce processus sont des spéculations politiques parce que
des politiques bulgares qui, il y a quelques mois, soutenaient qu'il est anticonstitutionnel d'effectuer des manœuvres ou de poser des questions, d'avoir des référendums sur la question de la zone euro. Actuellement, ce sont les mêmes qui ont la position contraire. Je ne me permettrai pas de commenter, d'analyser cette attitude, mais tout un chacun peut faire ses conclusions et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Une fois, il y a quelques mois, ils disent que c'est anticonstitutionnel. Maintenant, ils veulent un référendum sur la zone euro. C'est contradictoire. Plus de 60% de la société bulgare est orientée et pro-européenne. Plus de 60, je crois que le chiffre exact était 67% selon les derniers sondages que j'ai lus. La Bulgarie est vraiment pro-européenne dans son attitude et cela comprend bien sûr l'euro. Les Bulgares voyagent beaucoup à l'étranger et ils utilisent l'euro, la devise commune européenne. Ils savent parfaitement quels sont les développements économiques des pays qui sont membres de la zone euro et qui utilisent l'euro comme devise. Et ils connaissent le bien-être dans ces pays, le niveau de vie, les salaires. Et en ce sens, je suis persuadée que ces essais de dire qu'il y aura une inflation, il y aura la pauvreté, tout ceci est injustifié. Et c'est bien sûr au gouvernement de mener une campagne d'information et de présenter toutes les applications liées à l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro, essayer de contrer toutes les tentations de spéculation quand l'euro sera mise en circulation. Tout ceci indique que, enfin, moi je pense que ces hésitations sont normales, mais elles ne doivent pas devenir des angoisses, alors que certains hommes politiques essaient justement de créer une angoisse, une peur de ce qui risque d'arriver selon eux, et ils spéculent en ce sens. C'est une partie d'actes hybrides spéculatifs, mais c'est le rôle des politiques et des institutions de mener une campagne d'information pour que l'opinion publique soit bien informée et que les gens ne s'angoissent pas. Les protestations, les manifestations sont normales. C'est la manière normale d'exprimer un désaccord tant que ce sont des manifestations calmes, parce qu'il y a eu, il y a un certain temps, des protestations qui ont presque détruit le bâtiment. Mais l'enthousiasme de la population bulgare vis-à-vis de l'Union européenne ne s'est pas trop manifesté lors des dernières élections européennes. Je crois que la participation a été très limitée. Alors nous sommes assez mal placés en France parce que la participation est effectivement inégale à chaque fois. Mais enfin, en Bulgarie, ce n'était pas très brillant, ce taux de participation. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Oh, là, c'est un peu plus prosaïque. Ce n'est pas des humeurs anti-européennes au sein du peuple, bien que les mêmes politiques essaient d'introduire de telles humeurs. Mais pendant les 4 dernières années, la Bulgarie a eu 7 élections législatives, y compris présidentielles et y compris européennes, ce qui fait 9 élections en 4 ans. Et la société était simplement fatiguée d'aller voter. Nous, en tant qu'hommes politiques, nous avons fatigué la société avec notre incapacité de résoudre des problèmes. Nous avons juste généré de nouvelles questions, de nouveaux défis. Je pense que moi, personnellement, moi aussi, j'ai une responsabilité face à ce problème. Donc, ce n'est pas la faute, ce n'est pas un euroscepticisme de la part des Bulgares, c'est vraiment ce trop d'élections qui a fatigué les électeurs. Mais bon, c'est la démocratie. Il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi
il y a eu tant d'élections? Parce que c'est la constitution bulgare, c'est la démocratie en Bulgarie. Quand il n'y a pas de gouvernement, il faut renouveler les élections. Et c'est pour ça que les Bulgares votant aux élections européennes n'étaient pas très nombreux. Et ce n'est pas seulement les élections européennes, c'est même pour les élections nationales. Il n'y a jamais eu si peu d'électeurs qui se sont déplacés aux urnes. Donc la zone euro est nécessaire à la Bulgarie, nécessaire à notre stabilisation économique et financière, nécessaire à la sécurité pour imposer des standards dans la sphère fiscale et commerciale, nécessaire pour assurer les investisseurs étrangers que la Bulgarie est un endroit stable et solide. Il en est de même pour l'OCDE. C'est un standard de qualité de la démocratie, du pays de droit, des mécanismes communs qui consolident tout ce que nous avons accepté en adhérant à l'Union européenne. Et comme vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui change par rapport aux relations entre l'Union européenne et les États-Unis, je pense que ces différences qui apparaissent dernièrement montrent la dépendance entre les deux blocs. La menace de guerre commerciale, la menace d'être témoin de turbulences vis-à-vis de nos engagements en ce qui concerne la sécurité internationale. Tout ceci montre que nous ne pouvons pas exister l'un sans l'autre. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes les deux côtés d'une médaille. Je suis persuadée que dorénavant, nous allons trouver les moyens de surmonter les différences entre les États-Unis et l'Union européenne, qui permettrait aux deux côtés de regarder dans la même direction, d'agir dans la même direction. Parce qu'en fait, je suis persuadée que nous regardons dans la même direction, mais nos méthodes sont différentes pour parvenir au même but. Dans tous les cas, les processus n'auraient pas avancé si les États-Unis n'étaient pas fortement engagés, je pense ici au pourparlers concernant l'Ukraine. Et malheureusement, nous avons vu un leader totalitaire qui s'entête et refuse à participer à un processus de paix. Donc on a beau faire des efforts, il est clair que Poutine ne désire pas signer un accord de paix, il ne désire pas quitter son rôle d'agresseur et de dictateur qui essaie simplement d'imposer sa doctrine politique sur un pays souverain. Les Balkans occidentaux. Pour nous, l'adhésion à l'Union européenne de ces pays doit être basée sur les qualités personnelles. C'est-à-dire, est-ce que la vitesse d'adhésion sera plus rapide ou plus lente? Est-ce que les avancées seront rapides ou lentes? Récemment, j'avais visité la Moldova à Chisinau. Je vois que ce pays correspond de plus en plus aux critères d'adhésion. Et même si ce sont des pays qui ont commencé le processus d'adhésion plus tard, eh bien, ils arrivent à avoir beaucoup plus de progrès que des pays qui sont dans la même phase depuis 20 ans. Donc, tout dépend de la volonté, du désir politique des gouvernements respectifs, beaucoup plus que les déclarations. Nous voyons que nos voisins de l'Ouest font des déclarations qui, malheureusement, ne sont pas correspondantes aux réalités dans leur pays, ne correspondent pas à leurs engagements. Donc, nous respectons les avis de chaque pays et ce devra être dominant dans le processus d'élargissement, mais nous avons des critères unifiés concernant les qualités personnelles qui sont en fait un cadre excluant tout type de subjectivité. En ce qui concerne l'OCDE, je peux dire que nous avons 13 chapitres fermés sur les 25
dans le comité. Donc, on a passé la moitié. D'ici la fin de l'année ou le début 2026, nous espérons que tout le processus technique sera clôturé et nous passerons à la décision politique. C'est une de nos tâches de politique étrangère les plus importantes, adhérer à la zone euro et à l'OCDE. Monsieur le ministre, puis-je vous ramener sur le sujet ukrainien avec une question très provocatrice et très simple. Que souhaitez-vous? Bien sûr, nous souhaitons tous la paix. D'abord l'arrêt des combats et ensuite la paix. Mais comment imaginez-vous, d'une part, cet arrêt des combats et d'autre part, cette paix? Quels sont vos souhaits concrets pour le débouché de négociations qui a l'air bien bloqué? Mais nous sommes confrontés devant un ennemi asymétrique, un ennemi qui utilise toutes les méthodes pour saper les bases démocratiques de l'Europe et du monde entier. La guerre hybride, la guerre de propagande est non moins dangereuse que la guerre réelle. Tous les efforts de l'Union européenne, des États-Unis, les deux cercles de pourparlers, dont l'un s'est achevé il y a 2 jours, n'ont pas réussi. Mais finalement, le fait qu'au cours de pourparlers, on envoie des militaires, cela signifie qu'il n'y a peut-être pas de véritable désir d'aboutir à un accord de paix. C'est un manque de respect envers le territoire de cet État. Il y a un désir qui a commencé depuis... C'est un processus qui a commencé depuis 2014. Et avant, il y avait eu des tentatives en Géorgie, en Ossétie. La formule de la paix doit être basée dans une certaine mesure sur le respect envers la partie adverse. Et il est clair que la Russie n'a aucun respect. Le régime du Kremlin a pour unique but de supposer quel sera le développement des pays dans cette zone qu'elle considère toujours sa zone d'influence. Il en est de même pour la Bulgarie, pour la Roumanie, pour les pays qui ont rejoint l'Union européenne et l'OTAN après 2004 et 2007. Il y a un certain temps, on nous a rappelé que l'OTAN doit réduire ses terrains sa zone d'influence à celle qui était dans les années 90. Ce qui signifie que la Russie ne reconnaît pas le droit de chaque pays à prendre en main son destin, à décider de lui-même, etc. Donc, la paix, du point de vue de l'Union européenne, doit garantir à l'Ukraine que si nous avons une position forte, si l'Ukraine est bien placée à une position forte au cours des pourparlers, sa possibilité d'influencer le processus est assurée. C'est pour ça que nous continuons de soutenir l'Ukraine de toutes nos forces pour montrer notre engagement concret, pour dire qu'il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser. Et chaque initiative qui encourage et donne une force à l'Ukraine, qui garantit notre sécurité en Europe, est saluée. Parce que dans le cas contraire, on peut juste laisser tout entre les mains d'un dictateur imprévisible qui, dans le temps, a montré qu'il n'a aucune limite. Avec lui, plus on cède, plus il nous considère comme faibles. Ce n'est pas une diplomatie, c'est des faiblesses pour lui. Donc, l'Europe doit participer aux pourparlers pour la paix en Ukraine. Merci. Nous avons le temps de prendre une autre question, si vous le souhaitez. Je vous en prie, monsieur.
Oui, monsieur le ministre, bonjour et merci beaucoup. Benoît Tabaka, je suis secrétaire général de Google en France. J'ai une question en fait en 3 éléments. Le premier élément, pour être assez rapide, la Bulgarie a signé un accord de défense avec l'Italie, et notamment il y a des troupes sur le territoire bulgare. Est-ce que vous envisagez d'avoir d'autres accords similaires en termes de défense et au travers de relations bilatérales ou multilatérales, et si oui, en fait, dans quel sens? Vous avez beaucoup parlé des problématiques et également d'ingérence, de fragilité des États, d'une démocratie qui est attaquée. C'est revenu plusieurs fois dans vos propos. Et à ce titre, est-ce que, justement, il faut accélérer ou pas l'élargissement européen? Est-ce qu'au moment où, justement, dans beaucoup de pays européens, il y a une fragilité, il y a énormément de discussions en interne, est-ce qu'il faut continuer à élargir et étendre, ou est-ce qu'au contraire, il faut consolider l'Europe et de dire on préfère ralentir l'élargissement, reconsolider l'Europe au regard de la menace extérieure et à partir de là, reprendre le cycle de l'élargissement? Et le dernier élément, c'est effectivement aussi lié à ce deuxième point, c'est celui sur les ingérences étrangères. Vous avez beaucoup parlé d'ingérence en termes de désinformation, en termes d'attaque, de cybersécurité. Côté Bulgarie, quelles sont les mesures que vous prenez en la matière pour vous protéger ou que vous envisagez de prendre? Est-ce qu'on peut imaginer, comme on l'a vu dans d'autres pays, aller jusqu'à l'interdiction de certains réseaux sociaux sur le territoire pour justement se prémunir de ces ingérences qui peuvent viser notamment les plus jeunes qu'on peut retrouver dans les rues en train de manifester contre l'euro, par exemple? Monsieur le ministre, je vous en prie. Avec l'Italie, nous avons des missions conjointes de air policing. Nous avons une présence de pays partenaires en Bulgarie. L'élargissement de la coopération, ça dépend concrètement de quoi il s'agit. Nous avons beaucoup de projets conjoints en ce qui concerne des présences militaires, la réalisation de tâches militaires. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple avec le groupe de déminage avec la Turquie et la Roumanie. En tant qu'alliés de l'OTAN, nous sommes en régime d'exercice militaire, des programmes liés, de réalisation de programmes liés à la défense commune. En Bulgarie, le problème de la défense du flanc est de l'OTAN est toujours d'actualité. Les plans concernant la région de la mer Noire. D'une part, cela permet d'assurer une visibilité de la Bulgarie dans le contexte de la politique générale. Deuxièmement, c'est aussi une possibilité pour d'autres formes de coopération. En ce qui concerne l'Italie, ce groupe de combat qui dénombre 1000 personnes environ, c'est le bataillon de combat. C'est une forme de solidarité de la part de l'Alliance nord-atlantique qui montre que pour nous, c'est une priorité de garantir la sécurité du flanc Est. Pour nous, il est important que l'OTAN soit présent en mer Noire. C'est aussi d'importance économique pour nous. Donc, de ce point de vue, pour la Bulgarie, c'est une question très importante. Le renforcement de la défense, et l'OTAN qui veut défendre chaque centimètre carré de son territoire, comme il est, doit être primordial non seulement pour l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, mais aussi l'Europe de l'Est. Et nous remercions des pays comme l'Italie qui participent activement à la réalisation de telles missions qui permettent de les effectuer en augmentant leur envergure. Nous avons des polygones comme celui de Novoselo où se trouvent les militaires italiens. Nous modernisons notre infrastructure étant donné que l'armée bulgare se modernise. Je peux donner un exemple avec l'aéroport de Grafignatievo qui accueille les nouveaux avions de combat F-16. La première escadrille doit arriver en Bulgarie d'ici la fin de l'année. Tout ceci dans le cadre de partenariats et d'unions. Donc, c'est
une pratique normale, une politique normale. Le processus d'élargissement de l'Union européenne, doit-on l'accélérer ou non, ou le ralentir? C'est un processus qui dépend qui est différent dans chaque pays, parce qu'en fonction des critères, est-ce que chaque pays correspond, a rempli les critères ou pas, tout ceci dépend de chaque pays. C'est important pour l'Union européenne de s'élargir du point de vue stratégique, c'est important pour notre défense, mais ce processus doit être basé sur le désir de chaque pays de répondre aux critères européens. Nous ne pouvons pas le faire dans un contexte compliqué de politique étrangère, mais nous ne devons pas non plus mettre des bâtons dans les roues de ces pays. La Bulgarie a payé un pays très fort pour son adhésion à l'Union européenne. Nous avons fermé des blocs de notre centrale nucléaire pour correspondre aux critères de préadhésion. Et en ce sens, si quelqu'un ne veut pas reconnaître l'identité nationale d'un pays, comme est notre cas avec la République du Macédoine du Nord, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi cela représente un problème pour notre voisin de l'Ouest. Mais pour que tout ce processus soit honnête, il y a un cadre. Les pays qui correspondent à tous les critères pourront continuer leur adhésion, les autres. Donc la vitesse dépend de chaque pays candidat, en fait. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'ingérence dans les systèmes de sécurité, non seulement conventionnels, mais vous avez dit aussi, vous avez mentionné les cyberattaques, les guerres de désinformation, les fake news, et les réseaux sociaux sont vraiment un milieu très favorable à ce genre de désinformation. En Bulgarie, nous faisons tout pour filtrer de telles informations. Nous avons une société très sensible. Et la limite est très... la ligne qui sépare la censure et les informations est très facile à traverser. Donc nous œuvrons avec beaucoup de délicatesse. Nos services de sécurité sont très... travaillent avec beaucoup de souplesse et d'attention pour assurer la société que l'État n'a pas l'intention de restreindre leur liberté. Bien sûr, quand il y a des cas d'attaque contre les intérêts de l'État et la sécurité de la société, bien sûr que nous prenons les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives. Il y a beaucoup d'agences, d'institutions d'État qui travaillent en ce sens. La direction de lutte contre la criminalité organisée au sein de la police ont un département sur les cybermenaces et les cyberattaques. Donc il y a vraiment un mécanisme qui fonctionne, mais cela n'est pas... c'est un mécanisme qui demande un partenariat, parce que sur ce terrain, il n'y a pas d'État qui puisse s'en sortir tout seul. Monsieur le ministre, merci une fois encore. Vous êtes tenu, bien entendu, par un agenda très strict, donc nous sommes obligés d'arrêter là notre dialogue. Merci beaucoup de l'avoir ouvert sur des fronts aussi multiples, aussi nombreux, ce qui promet que notre dialogue peut et doit se poursuivre. Vous êtes bienvenus. Nous espérons vous recevoir encore ici à l'IFRI. Et merci d'aider la France aussi à s'intéresser un peu plus à cette zone de grand intérêt stratégique pour nous, nous le disons, mais que nous avons souvent trop ignoré cette Europe du Sud-Est. Merci une fois encore, Monsieur le Ministre, et bonne fin de séjour à Paris. Hélas, court séjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
c'est moi qui voudrais vous remercier pour la possibilité que vous m'avez donnée. C'est vrai qu'il n'y a jamais assez de temps. On est toujours limité par le temps, surtout moi qui ai tendance à parler longuement sur beaucoup de questions. Mais il faut présenter notre point de vue sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés. La Bulgarie est un endroit où il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de perspectives. C'est un endroit, si vous le connaissez dans le contexte de toute la région, c'est un endroit qui peut fournir de nombreux points de vue très utiles et des réponses à des questions que se pose le monde entier. Je parle de l'Europe de l'Est, des Balkans, mais aussi des interactions avec des régions dans lesquelles nous sommes bien représentés, comme par exemple au Proche-Orient. Donc c'est moi qui vous remercie pour la possibilité de m'exprimer et je suis à votre disposition pour des pourparlers, pour des discussions, pour des débats, afin que vous puissiez connaître notre position, puisque pour la Bulgarie, la France est un partenaire stratégique très important. C'est un État qui nous a toujours soutenus et qui comprend très bien ce qui se passe en Europe de l'Est. Donc nous avons vraiment une très bonne base sur laquelle nous pourrons nous poser à l'avenir. Je vous remercie. Merci à notre interprète que j'ai oublié. Merci beaucoup. Merci infiniment.